Les sujets environnementaux prennent de plus en plus de place. Les individus cherchent à adopter de meilleures pratiques et à avoir un mode de vie plus responsable. Mais pour autant, on manque de données, on manque d'indicateurs et comme on n'a pas de mesures, il est très difficile de maîtriser derrière. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on démocratise la mesure, il faut qu'on mette de la data, qu'on mette une donnée sur laquelle les individus vont pouvoir se baser et sur laquelle ils vont pouvoir progresser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Il n'y a pas si longtemps, on recevait à ce micro Gringot, ou Laka, des jeunes pousses dans l'univers de la RSE et des projets à impact. Dans la famille des startups qui vont très vite et qui sont là pour aider les entreprises à faire face aux enjeux de protection de la planète, je voudrais la cousine, à savoir Greenly, un projet né fin 2019, hyper récent, qui a connu pas mal de changements depuis son lancement pour devenir en quelques mois la référence en matière de bilan carbone. Et d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler récemment parce que Greenly a été repris par la plupart des grands médias pour le bilan carbone qui a été challengé entre celui qui était annoncé par le Qatar ou la FIFA et celui qui a été réalisé. Et on a entendu parler d'eux récemment par ce biais-là. Et on va rentrer dans le détail du projet, dans l'approche entrepreneuriale et aussi dans le entre guillemets le catalogue de services proposé par Greenly. Et on va en parler avec Arnaud Delubac, qui est le co-founder de cette pépite. Salut Arnaud. Salut Geoffrey, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, merci à toi de venir au micro d'Innovation Leaders. Tu sais, j'ai l'habitude de démarrer mes interviews en creusant pas mal le parcours de mes invités pour comprendre le cheminement qui les amène à lancer leur boîte. Et là, toi, niveau parcours, t'en imposes pas mal. Je sais pas quel âge t'as pas 30 ans, je crois, si? J'ai eu 27 ans il y a pas si longtemps. Bon, eh ben, écoute, impressionnant parce que figurez-vous qu'à 27 ans, Arnaud est passé par pas mal de contextes, notamment par Matignon. Ouais. Il a bossé pour le cabinet du Premier ministre en tant qu'expert en communication digitale, puis est passé par des cabinets ministériels dédiés au numérique ensuite. Mais si avec ça, parce que entre ces passages auprès des ministères, t'as des expériences pro hyper riches, pas mal d'expériences entrepreneuriales dans la tech. Ça va assez vite chez toi. Il va falloir que tu me racontes un peu tout ça. Est-ce qu'on peut essayer de remonter un tout petit peu le temps? Tu m'expliques d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, quelles ont été tes études par exemple? Ouais, bien sûr. J'ai effectivement. Alors moi, j'ai vécu toute ma vie à Paris. À la sortie du bac, j'étais assez attiré par tout ce qui touchait à la communication et plus particulièrement à la publicité. Donc j'ai essayé vraiment de faire mes marques dans ce monde-là, de voir comment on pouvait valoriser un produit, un service, comment on pouvait le vendre, comment on pouvait le faire exister à travers un univers créatif. Donc moi c'était aussi quelque chose qui m'a attiré dès le début. Donc j'ai fait une école de publicité et de communication et à partir de là effectivement j'ai continué sur un master spécialisé donc à Essex Centrale Supélec entrepreneur justement pour me former aux questions du management, de la finance, du marketing. Voilà, c'était de l'ingé financière. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui se mélangeait. Et voilà. Et comme j'avais monté en fait une première société, une première start-up pendant la première partie de mes études, et que j'ai rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup d'échecs, j'ai eu besoin justement de me former et voilà et de monter en compétence sur toutes ces penchants-là. Donc voilà, ces 2 années d'études en tout cas en master spécialisé m'ont appris énormément de choses et notamment le fait de devoir passer par des échecs pour ensuite mieux réussir. Et quand tu parles de projet entrepreneurial pendant tes études, c'est le monde d'histoire dont tu parles ou c'est encore un autre projet? Non, j'ai lancé une start-up qui était un réseau social qui s'appelait Planshot et dont l'objectif était vraiment de faciliter le partage d'envie en instantané. Donc en fait, j'étais parti d'un constat simple, c'est que dès qu'on a envie voilà, d'aller faire un resto, de sortir, d'aller faire un tennis, peu importe l'activité, généralement on s'en tient qu'à 3-4 personnes de son répertoire. Et
justement, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'activités qu'on ne réussit pas à faire parce qu'on trouve pas forcément les bonnes personnes au bon moment. Et sur un modèle comme Snapchat, par exemple, qui permet d'envoyer des photos et des vidéos en instantané à beaucoup de personnes, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse faciliter le partage d'activités et d'envie. Donc, en fait, j'avais reconstitué un réseau social avec si tu veux, des cartes interactives sur lesquelles tu pouvais pousser ton idée, ton envie, avec un minuteur, et toutes les personnes de ton réseau, donc si tu avais 100 personnes, 200, 300 personnes de ton répertoire, pouvaient voir ce plan avec un minuteur et se dire, bon, bah, à chaque fois que je me connecte sur une carte, j'ai un réseau d'amis autour de moi qui est en train de faire des activités, de boire un verre, de vouloir faire un squash, un tennis, peu importe. Donc voilà, il y avait cette envie de faciliter en tout cas le partage d'activités et on a eu un très bon démarrage, mais après effectivement les deux associés que j'avais à l'époque avaient cette recherche de stabilité financière à la sortie de leurs études parce qu'on était tous dans nos études respectives et du coup ont eu des propositions alléchantes à la fois financières et en termes de carrière et donc sont sortis de ce monde-là et voilà, moi j'avais cette ambition de vouloir continuer, de vouloir prendre ce risque-là et cette énergie justement créative en partant de zéro. Et c'est pour ça que ça m'a mené à un master spécialisé en entrepreneuriat pour être justement au contact d'entrepreneurs qui avaient envie pendant 1 an, 2 ans de se lancer dans le grand bain. Ok, canon. Et des projets, tu t'es pas arrêté là, t'as enchaîné sur d'autres projets. Quels étaient-ils après? Et alors, effectivement, donc il y a eu différents projets même pendant mes études avec notamment en fait, je m'intéressais beaucoup à cette question d'influence, de notoriété et de jusqu'où ça pouvait aller sur les réseaux sociaux. Donc en fait, pendant mes premières années d'études, j'ai créé des comptes Twitter. C'est vrai que c'était un réseau qui me fascinait. Bon, aujourd'hui, Twitter fait beaucoup parler de lui avec le rachat d'Elon Musk, mais c'est vrai que voilà, il y avait un réseau qui me passionnait parce que l'actualité, on la vivait en avant-première sur ce réseau-là. Tout le monde était acteur, pouvait émettre des informations, des contenus, photos, vidéos, etc. Et moi, j'aimais beaucoup ce rôle de spectateur en avant-première et de pouvoir moi-même devenir justement média. Et j'ai créé un compte Twitter et j'en ai créé plusieurs. Il y en avait un qui était autour de la photographie, un qui était autour de l'histoire, un qui était autour de la pop culture. Donc j'ai constitué un média qui avait différentes branches, différents bras. Et en fait, celui qui a le mieux fonctionné, c'était un compte qui s'appelait Le Monde Histoire. Que j'ai transformé en véritable média. J'étais moi-même stagiaire, mais j'avais recruté aussi des stagiaires à l'époque pour pouvoir faire tourner ce média quand j'avais pas le temps de m'en occuper la journée. Et en fait, j'ai fait grossir une communauté, donc il y avait autour de 200 000 membres à la fin. Et voilà, et on l'a beaucoup fait grossir. Et il y avait un angle éditorial, donc l'idée c'était de refaire vivre, en fait. Voilà, de prendre des faits du présent et de les recontextualiser toujours par rapport à des faits passés pour mieux les faire exister, pour mieux les comprendre et donner du contexte. Donc, je pouvais parler de faits, je pouvais parler de musique, de cinéma, peu importe. J'avais une liberté absolue et l'idée étant toujours... Tu les mettais en perspective, quoi. Exactement, et de recontextualiser par rapport à des faits passés. Donc, je pouvais parler, je sais pas, d'un groupe de rap à la mode, par exemple PNL, en disant, bah voilà, PNL, c'est un énorme succès français, ils vendent tant de disques. Si on se replonge dans le passé, est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce qu'il n'y avait pas un mouvement similaire, un groupe similaire qui a peut-être existé quelques années et qui s'est ensuite effondré. Donc, j'essayais toujours un peu de donner du contexte à toute l'actualité. Et ce compte-là, du coup, a très très bien marché et m'a permis justement aussi de pénétrer dans certains mondes comme celui de la politique. Et donc voilà, donc c'était un compte qui m'a aussi ouvert beaucoup de portes, qui t'a donné les ficelles du community management et des réseaux sociaux, si tant est que t'en avais besoin, parce que t'étais déjà aguerri au sujet. Mais comment tu passes de ce rôle de fondateur, d'animateur de communauté, même de création de médias, à Matignon? C'est quand même assez dingue comme histoire. Comment tu fais pour te faire repérer et comment se passe le contact? Alors, à ce moment-là, c'était particulier, c'était un peu tendu parce qu'effectivement, j'ai toujours eu la fâcheuse habitude de toujours me prendre à la dernière minute dans la recherche de stage.
Je reviens des États-Unis à ce moment-là où j'ai fait un stage de première ou deuxième année, je crois. Et en fait, donc j'avais ces médias que j'avais commencé à développer, j'essayais de les faire grossir le plus rapidement possible. Et j'avais cette appétence pour la communication digitale et tout ce qui tournait autour du digital. Donc ça pouvait être réseaux sociaux, ça pouvait être sites, ça pouvait être app. Je me cherchais pas mal entre les agences, les startups, etc. Et à un moment, je me suis dit bon, j'ai envie effectivement d'avoir un focus qui est sur la communication digitale et de le faire à un haut niveau d'intensité. En gros, je voulais vraiment avoir quelque chose qui évolue très vite, avec une rigueur obligatoire et avec un niveau de pression maximal. C'était ça qui m'attirait. Et en fait, mon choix à un moment s'est posé sur celui de la politique. C'était un monde que je connaissais pas du tout, sur lequel j'avais l'impression de me mettre vraiment en difficulté et même à risque parce que j'avais pas du tout de bagage là-dessus. Je connaissais pas le nom des ministres. Enfin, c'était vraiment une découverte absolue. Et en fait, je me suis servi, je crois qu'une semaine avant le début de cette période-là, j'avais toujours pas de stage. Mes parents qui commencent à me mettre un peu la pression. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais capitaliser sur ce média-là qui aujourd'hui est reconnu et qui était suivi par beaucoup de personnes influentes en France. Et j'ai envoyé un peu des messages à la volée en me disant, bah allez, ça va au moins me servir à ça, parce que je refusais catégoriquement la monétisation à l'époque. Et donc, j'ai commencé à envoyer des messages à différentes personnalités, à Grégoire Margoton, par exemple, qui travaillait chez TF1, je crois, à l'époque, ou Canal+, et qui était présentateur sportif. Le monde du sport m'attirait. Je l'ai envoyé à des médias, j'ai envoyé à des politiques. Et en fait, j'ai contacté un peu par hasard, parce que j'avais entendu parler de lui, mais le directeur d'En Marche et tout ce qui était communication d'En Marche à l'époque. Et je me suis dit, bon, bah voilà, la politique, ça peut être un monde intéressant, qui est assez obscur en soi et qu'il était vraiment pour moi. Et je lui ai envoyé un message via ce compte Twitter en lui disant, bah voilà, je me présente, voilà qui je suis, voilà ce que je fais et voilà ce que j'aimerais faire pour les 6 prochains mois. Et il m'a répondu au tac en me disant, écoute, envoie-moi ton CV et je regarde. Et 48 heures après, j'ai eu un mail de Matignon qui me disait, écoute, on recherche un profil comme le tien. Est-ce que tu veux venir passer un entretien? Et donc voilà, ça m'a ouvert les portes de ce monde-là. Et à ce moment-là, c'était vraiment une grosse prise de risque. Et je me disais, bon bah voilà, ce sera déjà exceptionnel d'aller passer un entretien à Matignon. Ouais, et déjà pour l'histoire, rien que l'entretien, ça voilà. sera une belle histoire. Moi, je partais du principe que c'était une anecdote, que ce serait une anecdote de vie. Et je me suis dit, je suis déjà très content d'avoir attiré l'attention de ces personnes-là. Donc voilà, je suis allé à l'entretien en me disant, sur un malentendu, ça marchera. Et il s'avère qu'au fil de la discussion, en fait, ça a bien matché. Moi, je me suis tout de suite ouvert et présenté en disant que j'avais ce bagage en termes de digital, que je pouvais vraiment aller assez loin, mais que sur la politique, je risquais de sécher et qu'à un moment, ça risquait de se voir. Et je pense que ce discours de sincérité a aussi plu, et c'est ça qui a marché et qui a fité. Okay. Et tu rencontres qui à ce moment-là dans les entretiens? Alors à ce moment-là, c'était la conseillère technique en communication digitale d'Édouard Philippe, donc qui le suit partout, qui fait tous ses déplacements, qui fait vivre son action auprès de toutes les personnes qui suivent le Premier ministre. Donc voilà, je passe un entretien, je rencontre les autres membres du cabinet et en fait, on décide de faire le test et elle m'accorde cette chance-là et donc on se lance sur quelques semaines pour voir ce que ça donne. Et il s'avère que voilà, au bout d'un moment, j'ai pu monter en compétence, j'ai pu comprendre ce qu'elle attendait de moi aussi et ça a fini par prendre. Bon, et la vie dans les ministères, plutôt motivant ou plutôt plan-plan? C'est pas du tout plan-plan et vraiment c'est ça qui est assez challengeant et passionnant, c'est que c'est un monde qui évolue à une vitesse absolument extraordinaire. Il y a tous les jours des nouveaux sujets parce qu'il y a un emploi du temps, il y a une base qui est fixe, sauf qu'en fait en fonction de l'actualité, en fonction de tout ce qui se passe, ça évolue de façon continue et à une vitesse extrêmement rapide. Par exemple, il y a un emploi du temps, mais dès qu'il y a les gilets jaunes, et on était en période en plus où il y avait beaucoup d'actualités dont on maîtrisait pas forcément la provenance et l'origine, mais il y avait les gilets jaunes, il y avait le cas Benalla, il y avait beaucoup de sujets annexes qui étaient révélés souvent par la presse.
et qui faisait qu'en fait tous les emplois du temps tombaient à l'eau et demandaient forcément de se concentrer sur ces faits-là. Donc en fait ça va très vite et c'est un agenda déjà qui est à la semaine et donc voilà, il y a des événements qui rythment cette semaine-là sur lesquels il faut pouvoir rebondir très rapidement parce que les sujets sont balayés toutes les 2 heures en moyenne. Hein. C'est un rythme qui est très intense. Et après, il y a effectivement tous les facteurs qu'on ne maîtrise pas et qui rebattent les cartes sur l'agenda et sur lequel il faut toujours pouvoir se laisser une certaine liberté et pour se dire bon bah voilà, tel événement va sauter, on va prendre plutôt celui-là et là il y a ça qui prend effectivement le scope de la semaine, donc on va devoir rebondir que là-dessus et voilà. Donc c'est un agenda qui est très très riche et après en termes d'opérationnel, faut être voilà, ça apprend beaucoup de choses en termes de rapidité d'exécution, de rigueur, de sens du détail, de gestion de projet. Enfin voilà, il faut pouvoir agir vite et surtout réagir vite. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, ça t'a pas dégoûté de la politique parce que t'as enchaîné après ce stage-là sur d'autres types de contrats parce que t'as continué auprès des cabinets d'ingénierie numérique. Je pense à Cédrico ou Mounir Majoubi, non? T'as bossé avec eux? Exactement. J'ai commencé du coup, voilà. Et en fait, ce goût de la politique du coup est né à travers cette première expérience. Moi, ce que je voyais d'un point de vue extérieur et ce qui m'attirait beaucoup, sachant qu'en plus j'avais créé une première entreprise, c'était le monde des startups et c'était encore plus le fait de côtoyer des startupeurs à succès. Et du coup, je me suis posé la question de quel est le meilleur endroit pour être au contact de ces entrepreneurs-là. Et en fait, je voyais sur les réseaux, et comme je commençais à connaître un peu l'univers politique, je voyais qu'il y avait effectivement Mounir Majoubi à l'époque qui était très proche des startups, qui les côtoyait, faisait beaucoup de déplacements avec eux et voilà, et se positionnait très régulièrement sur la question de la French Tech. Et donc voilà, j'ai demandé à la fin de mon stage si je pouvais rejoindre un cabinet ministériel auprès d'un secrétaire d'État ou d'un ministre sur le volet numérique. Et donc j'ai rejoint Mounir Majoubi pendant 3 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a candidaté à la mairie de Paris. Et du coup, je me suis retrouvé pendant une petite période sans stage. Mon stage prenait fin un peu précipitamment. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir être repris et de pouvoir continuer mon aventure avec le nouveau secrétaire d'État qui l'a remplacé, qui était Cédrico. Et voilà, donc 2 personnalités très très différentes, mais voilà, deux sujets passionnants, des profils différents, un très axé sur la communication, l'autre qui était beaucoup plus techno au final et axé sur des sujets de fond, etc. Donc c'était passionnant de découvrir ces 2 univers et ces 2 personnalités-là qui étaient très différentes. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Au niveau de tes expériences, c'est quand même assez impressionnant ce que tu as fait avec un âge qui est quand même assez jeune. Comment t'as vécu, parce qu'on n'a pas passé non plus toutes les expériences en revue là, mais quels ont été tes drivers ou comment tu choisis un peu les différentes expériences par lesquelles t'es passé? Alors, je suis pas quelqu'un qui tire des planifie ou qui est hyper planifie pas grand-chose. Je pense que le cheminement et le fait que je m'y sois un peu toujours pris à la dernière minute le prouve aussi. Mais en fait, voilà, je suis très orienté sur l'instinct et le moment présent, en me demandant à chaque fois qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie de faire là. Et donc voilà, je me laisse porter et après je me dis voilà, si à un moment le projet meurt ou que mon envie faiblit, c'est que c'est pas le bon projet et dans ce cas-là, il faut que je switch très très vite. Donc j'ai lancé plein de choses mais voilà, et quand il y a un projet qui prend, sur lequel je vois des premiers signaux positifs et des premiers résultats, généralement là je commence à me dire comment je le développe et comment je mets plus de force vive en interne, en externe, etc. Mais j'essaie de vraiment de poser le cadre pour aller le plus loin possible sur cette flamme que je nourris. Ok. Et venons-en en fait, justement, parce que j'ai l'impression que toutes les expériences que tu as vécues jusqu'ici, les compétences que tu as développées, tu les as mis dans un projet. On va parler de Greenly.
Vous êtes 3 cofondateurs dans cette aventure. Anecdote marrante d'ailleurs, ou pas, mais le CEO n'est autre que ton beau-frère. On en parlera un peu plus tard si tu m'y autorises. Tu les as rencontrés comment, ces cofondateurs, toi? Et en fait, donc effectivement, donc Alexis, le CEO et le mari de ma sœur, donc ça fait quand même pas mal d'années que je le vois, que j'échange avec lui, qu'on partage aussi certaines passions. Donc en fait, au moment du début de l'aventure de Greenly, moi j'avais ce master à ESSEC Centrale Supélec, donc j'étais dans l'obligation de construire un projet en partant d'une feuille blanche. Et Alexis, à ce moment-là, rentrait des États-Unis. On s'est évidemment parlé. On a échangé sur notre volonté moi, en tout cas, sur celle de reprendre et de me relancer. Lui, sur celle de se lancer dans le grand bain. Donc, en fait, on a parlé de beaucoup de projets tout un été durant et sur voilà, des applications mobiles, des produits, sur plein de projets. Et à un moment, on s'est mis d'accord, effectivement, sur le premier projet de Greenly, qui était donc une application mobile. Et avant de rentrer dans le détail, le deuxième associé, mon deuxième associé, du coup, qui s'occupe de toute la partie technique de Greenly, était un collègue d'Alexis chez WeThings, et donc travaillait pour cette startup qui fabriquait des objets connectés dans la santé. Donc voilà, ils se connaissaient déjà d'avant. Et quand on a eu besoin justement d'un CTO et de quelqu'un pour construire les services qu'on voulait proposer, on avait un choix de luxe qui était Mathieu, du coup, et qui a accepté de nous rejoindre dans l'aventure. Bon, et l'été dont tu parles, c'est quoi? C'est l'été 2020 ou 2019? C'est l'été 2019, ouais. L'été 2019, okay. On part en Espagne et effectivement, à un moment, on a eu ce projet ou cette idée de démocratiser en fait la question de l'empreinte carbone, de pouvoir donner des ordres de grandeur. Et en fait, le lien finalement s'est fait très logiquement entre la précédente expérience d'Alexis et Mathieu et Greenly. C'est que si voilà, sans rentrer dans un pitch, mais voilà, WeThings, ça conçoit des objets connectés dans la santé. Donc c'est des tensiomètres, c'est des balances, c'est des montres connectées, et en fait ces objets-là traquent de la donnée. Et cette donnée est ensuite restituée à l'individu pour que l'individu puisse se dire: ok, j'ai pas fait suffisamment de pas aujourd'hui, il faut que je marche plus. J'ai un sommeil qui est pas de bonne qualité. Comment est-ce que je peux travailler sur ce sommeil de mauvaise qualité? Et nous, ça a été vraiment l'essence même de Greenly, qui est de se dire: les sujets environnementaux prennent de plus en plus de place. Les individus cherchent à adopter de meilleures pratiques et à avoir un mode de vie plus responsable. Mais pour autant, on manque de données, on manque d'indicateurs, et comme on n'a pas de mesure, il est très difficile de maîtriser derrière. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on démocratise la mesure, il faut qu'on mette de la data, qu'on mette une donnée sur laquelle les individus vont pouvoir se baser et sur laquelle ils vont pouvoir progresser. Et ça a été vraiment le point de départ de notre application, en se disant, il faut qu'on démocratise ce sujet-là. On parle tout le temps d'environnement, mais on manque de mesures. Faisons en sorte que cette mesure-là soit la plus accessible possible. Ok. Et là, aujourd'hui, je crois que Greenly n'a pas été toujours le Greenly que vous êtes aujourd'hui. Tu peux nous faire le pitch de ce qu'est Greenly aujourd'hui et le positionnement que vous avez? À qui vous vous adressez, par exemple? Le Greenly d'aujourd'hui, alors, il y a eu cette application mobile, et effectivement, rapidement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des entreprises, des startups, des plutôt TPE, PME, des entreprises de taille intermédiaire, qui souhaitaient réaliser un bilan carbone. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose de très normé, d'assez complexe, d'assez technique, et elles n'avaient pas forcément le budget nécessaire pour pouvoir le réaliser. Il y a 2 ans, si je reviens un peu en arrière, il y avait des bureaux d'études et des cabinets de conseil qui proposaient ce type de prestations-là, mais ça coûtait très cher. C'était quelque chose de très complexe, de chronophage et très coûteux. En général, il fallait compter entre 15-20 000 euros, et ça pouvait monter jusqu'à 100 000 euros. Donc voilà, c'était quelque chose qui était peu accessible pour une entreprise de petite taille ou taille intermédiaire. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on propose un outil simple, une plateforme qui va rendre accessible le sujet du bilan carbone à toutes les entreprises. Et donc, on va mettre un maximum de tech à l'intérieur pour que l'entreprise, finalement, puisse être autonome, puisse synchroniser toutes ces données, qu'on puisse aller chercher la donnée simplement là où elle est, et que du coup, on puisse allouer moins de temps homme sur le sujet.
Et donc, c'est pour ça on s'est lancé en proposant un prix très attractif qui était de 900 € par an au démarrage et qui permettait à toutes les entreprises, de la French Tech notamment, de pouvoir se lancer sur les sujets climat sans dilapider une grosse partie du budget RSE ou marketing. Donc voilà. Bon, et vous aviez déjà bossé, vous, dans le monde des bilans carbone jusqu'ici ? Non, c'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que c'est une découverte au jour le jour et c'est ça qui est aussi très challengeant, pardon. C'est un monde qu'on a complètement découvert. Moi, j'avais à la base, je savais pas ce qu'était un bilan carbone. J'ai commencé à lire des articles, à m'enseigner sur le sujet, à voir comment ça pouvait se calculer. Et donc que ce soit Alexis, moi ou Mathieu, on s'est déjà intéressé au sujet climat et environnement. Parce que c'était pas des sujets sur lesquels on était très avancé et sur lesquels on avait une grosse appétence, donc on s'est plongé dedans. Et à ce moment-là, effectivement, on a regardé tout ce qui était nécessaire pour pouvoir réaliser un bilan carbone, quelle tech il fallait développer, quelles données il fallait collecter pour pouvoir en réaliser un simplement. Donc voilà, ça a été vraiment une découverte au jour le jour et on continue d'ailleurs toujours à se former sur ces sujets-là qui évoluent très vite et qui sont malgré tout assez techniques. Et tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on mesure la dimension un peu de Greenly, de la dynamique dans laquelle vous êtes depuis quelques mois là ? Bien sûr. On s'est lancé donc il y a 2 ans. Greenly a 3 ans d'existence, mais avec effectivement une année qui était centrée sur l'application mobile et notre modèle en B2C, donc pour les particuliers. Et il y a 2 ans, on a effectué ce pivot de façon assez extrême. On a dit maintenant on va se concentrer vraiment que sur le modèle du bilan carbone parce qu'il y a beaucoup de demandes. Qu'aujourd'hui on peut avoir un business model viable avec les entreprises. Et donc voilà, on s'est lancé. On a forcément au début, on a un nouvel acteur. On met un coup de pied dans quelque chose qui est très standardisé, sur lequel il y avait des acteurs historiques pour ne pas les citer. Et donc voilà, il y avait, je pense, un côté aussi où une solution digitalisée avec beaucoup de tech à l'intérieur. Au début, ça pouvait faire peur. Les gens se disaient que ils allaient pas qu'ils n'allaient pas être accompagnés, qu'ils n'allaient pas être formés, etc. Donc il a fallu aussi se crédibiliser et dire qu'on pouvait aller loin dans l'accompagnement et dans l'expérience. Et donc voilà, on a signé nos premiers clients et ensuite crescendo, l'intensité a vraiment explosé puisqu'on est passé d'une start-up d'une vingtaine de personnes en B2C à une start-up qui lève 23 millions de dollars, qui a ouvert plus d'une centaine de postes. On est 130 personnes aujourd'hui. On est implanté dans 3 pays, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et on a effectivement plus de 800 clients avec la volonté d'en avoir 8000 demain, puis 80 000, puis 800 000. Donc on n'est jamais satisfait et on a envie d'aller toujours plus vite. Ouais, impressionnant. Et tu parlais tout à l'heure de tech, je sais que c'est pas ton sujet, mais tu peux me donner juste 2-3 éléments sur la dimension technologique de Greenly. Qu'est-ce que vous proposez elle vous sert à quoi cette technologie ? Alors, en fait, cette technologie, donc un bilan carbone, aujourd'hui, principalement, c'était une photographie des émissions de CO2. Donc, c'est faire le bilan comme un bilan comptable, mais faire le bilan de tout ce qui est comptabilité extra-financière. Et sur un bilan carbone, on va mesurer la quantité de gaz à effet de serre et donc du CO2. Là-dessus, ce qui se passe, donc à l'époque, comment ça se passait, c'est que 2 ans en arrière, il y avait des ingénieurs en fait qui prenaient des feuilles Excel et sur lesquelles ils allaient renseigner un tas d'informations, donc les dépenses, les habitudes des collaborateurs, les trajets domicile-travail, l'alimentation, les outils informatiques, etc. Enfin, il y a plein de données qui étaient renseignées. Et pour chaque dépense, pour chaque donnée, il fallait y associer un coefficient CO2. Et donc, voilà, ça prenait beaucoup de temps à homme. C'était quelque chose de très chronophage. Et nous, on s'est dit, sur la tech, grâce à la tech, justement, on peut nourrir une intelligence et on peut aller associer finalement à chaque information un coefficient CO2. Et donc, nous, on est parti du modèle du fichier des écritures comptables, donc de la comptabilité de l'entreprise. On démarre avec ce qu'on appelle les flux monétaires.
Et on va synchroniser un fichier à la plateforme et on va reconnaître des centaines de milliers de transactions et associer pour chacune des transactions un coefficient CO2. Et donc ça nous permet de gagner déjà un temps considérable de par cette entrée sur les flux monétaires. Et après, il y a des informations évidemment qu'on voit pas dans la comptabilité d'une entreprise, sur le chauffage, sur les mètres carrés au bureau, sur l'énergie, sur plein de choses. Et dans ce cas-là, c'est des modules physiques et ça, c'est des informations qui seront un peu plus manuelles. Mais on gagne du temps sur cette partie de flux monétaire. Aujourd'hui, on a un catalogue d'intégration. L'entreprise peut synchroniser son QuickBooks, son Amazon Web Services, ses data centers. Enfin, l'information, on peut aller la chercher un peu partout. C'est que de la synchronisation d'outils. Et à partir de là, nous, on va nourrir une expérience, principalement tech sur le démarrage, et où ensuite, on va allouer les ressources humaines là où c'est plus intéressant de le faire. Donc, c'est par l'intermédiaire d'experts climat qui sont en interne chez Greenly et qui vont restituer le bilan carbone, faire de la sensibilisation, donner des ordres de grandeur, faire parler des chiffres finalement. Et on va nourrir cette expérience-là avec des plans d'action, avec une feuille de route et avec des plans d'action sur mesure. Avec une équipe en communication qui va aussi faire vivre la démarche chez nos clients pour savoir comment présenter la démarche, ne pas faire de greenwashing parce que c'est aussi un très gros danger, de pas savoir valoriser la démarche et tout de suite se vendre comme une entreprise neutre en carbone. Et là-dessus, on voit beaucoup de choses passer de temps en temps qui nous effraient un peu. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette expertise de bout en bout et d'avoir un accompagnement 360 pour se dire, voilà, il y a la mesure, il y a les plans d'action, il y a comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce qu'on évolue d'année en année, et il y a comment est-ce qu'on valorise la démarche. Et nous, on essaye, grâce à la tech, du coup, de mettre les ressources humaines là où c'est plus intéressant et plus pertinent de le faire. Et c'est sur la suite de l'accompagnement, finalement. Ouais, on en parlera de la suite parce que ça m'intéresse de savoir si vous êtes une solution ou aussi le conseil qui va avec. Mais avant ça, moi, tu disais tout à l'heure, et c'était une de mes questions aussi, tu disais que c'était un domaine très encadré. Ça paraît, normal d'encadrer un peu ce genre de choses-là. Mais quand vous démarrez, vous êtes pas hyper légitime. Pour dresser un bilan carbone et pour que ce bilan carbone soit officiel, il faut des accréditations, des choses comme ça. Vous êtes passé par ce genre d'étape? Ouais, alors c'est effectivement au début la difficulté, c'est qu'il y a déjà des acteurs qui sont pas du tout digitalisés, pas tech, etc., mais qui réalisent déjà ce type de prestations-là. Il y a un coût qui est très important. Nous, on arrive, on casse quand même pas mal les prix, on s'adresse à une nouvelle cible. Effectivement, au début, il y avait cette question de crédibilité, de quelle méthodologie vous utilisez. Est-ce que vous vous basez sur le GHG protocole? Est-ce que vous utilisez le référentiel ISO? Donc voilà, il y avait toutes ces questions-là qui demeuraient. Donc nous, déjà, on s'est fait, on a suivi des formations association bilan carbone, etc., pour aussi avoir cette légitimité-là. Et petit à petit, à force, on a prouvé par l'ajout de tech, par l'ajout de technologie, par de la donnée supplémentaire, finalement, qu'on pouvait aller très loin dans le détail et dans la granularité, qui était un peu le sujet sur lequel on était très attaqué au début, parce que les gens disaient, Greenly et tous les autres acteurs du marché, finalement, ne descendent pas en profondeur et se contentent de rester à la surface. Et petit à petit, à force d'avoir la reconnaissance, par exemple, du ministère de la Transition écologique, d'avoir des prix, d'être élu FinTech de l'année, de pouvoir réaliser les bilans carbone de start-up du French Tech 120 comme Payfit, comme Swile, comme d'autres. Ça nous a aussi créé cette légitimité-là parce que ça voulait dire que d'autres personnes pouvaient valider ce type de process et d'accompagnement. Et voilà, et on a construit notre expertise et notre crédibilité avec nos premiers clients, en suivant les formations qu'on devait suivre et en recevant des premiers prix et en ayant des premiers partenaires, puisqu'on a été FinTech de l'année, on a rejoint le French Tech Green 20, donc c'est l'appui du gouvernement qui croit en 20 startups à fort potentiel, etc. Et petit à petit, d'avoir ces reconnaissances-là, ça nous a aussi légitimisé par rapport au sujet. Et il y a un marché qui est en plein boom parce que ce qui pouvait passer pour un effet de mode à une époque ou pour une démarche marketing de marque employeur peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des lois françaises, européennes qui vont dans le sens de booster votre marché, non?
Complètement. Effectivement, il y a beaucoup d'évolutions. Le bilan carbone jusqu'à présent était obligatoire pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Donc ça touchait vraiment qu'une petite partie des entreprises. Et petit à petit, c'est en train d'évoluer parce que justement, il y a des acteurs innovants, il y a des solutions qui sont peu coûteuses. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison finalement de ne pas se lancer et de ne pas s'engager sur ces sujets-là. Donc la réglementation évolue, elle évolue vite, elle évolue dans plusieurs pays, rien que sur les États-Unis, sur les UK et sur la France, on voit que ça commence à être pris en compte et ça évolue. Là, par exemple, sur la prise en compte des scopes, sur un bilan carbone, il y a 3 scopes, il y a le scope 1, 2 et 3. Aujourd'hui, c'était obligatoire sur le scope 1 et 2. Là, ce qui est en train d'évoluer et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a plus de raison de ne pas prendre en compte le scope 3, qui peut représenter jusqu'à 80% d'un bilan carbone. Oui. Donc du coup, c'est effectivement de dire je n'ai fait mon bilan carbone que sur le scope 1 et 2, c'est effectivement dommage et ça ne représente pas la réalité. Donc le scope 3 est en train de rentrer en vigueur et doit être pris en compte désormais. Et c'est super parce que ça fait avancer le sujet, ça bénéficie à plein d'acteurs et accessoirement aussi, ces acteurs-là font aussi avancer la réglementation. Donc c'est un peu un cercle, voilà, qui se nourrit et qui fait que tout va très vite du coup en termes de réglementation et d'avancer sur ces sujets. Bon, et au niveau des scopes, tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est, scope 1, 2, 3? Alors exactement, il y a le scope 1, les émissions directes du coup. Donc ça va être les bureaux. Le scope 2 qui va concerner les émissions indirectes, ça va être l'énergie par exemple qui est utilisée, et le scope 3 qui concerne la majeure partie des émissions, donc les fournisseurs, tout ce qui tourne tout ce qui touche aux achats de l'entreprise, tout ce qui a trait aux collaborateurs aussi, donc toutes les habitudes, comment un collaborateur se déplace, donc ses trajets domicile, travail, son alimentation, etc. Et donc voilà, le scope 3, forcément, une entreprise émet aussi par ce qu'elle consomme, et toutes ces consommations-là, il faut les prendre en compte, et ça, c'est le scope 3. Donc nous, on a aussi tout un service autour de l'engagement des fournisseurs, et on essaye d'aller très loin justement sur ce scope 3 pour avoir une finesse sur cette analyse-là. Ouais. Et juste un mot avant de parler de justement tout ce que vous apportez à vos clients. On a parlé de vous là justement par rapport au calcul de la consommation, enfin de l'impact carbone de la Coupe du Monde. Je rappelle brièvement le contexte, mais le Qatar avait annoncé un montant et un impact carbone d'un certain, je sais pas comment on parle d'ailleurs, d'un certain montant, d'un certain volume. Et visiblement, vous avez challengé un peu les chiffres qui nous étaient donnés, et vous avez trouvé que le bilan était en fait le double de ce qui était annoncé. Vous avez fait ça one shot parce que c'était la Coupe du Monde et que c'était un sujet qui faisait débat. Vous avez une démarche, on va dire, pas profonde mais régulière de challenger ces études et les chiffres qu'on communique. Bien sûr, nous c'est aussi ce qui nous drive et ce qui nous motive, c'est qu'on voit il y a une actualité qui est très riche, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent à la question du bilan carbone, de l'empreinte carbone, et plus généralement de tout ce qui a trait à l'environnement. Donc en fait, nous on voit des actualités par rapport à des entreprises, par rapport à des événements, et donc du coup de temps en temps on essaye de challenger les chiffres, on essaye de prendre un peu de recul et de regarder ce pourquoi ce chiffre-là a été distribué et partagé, et de rentrer dans le détail de justement, selon nos experts climat, comment cet événement finalement va émettre et pourquoi. Donc on essaie de rentrer très finement sur le sujet. Là, en l'occurrence, sur la Coupe du Monde au Qatar, il y avait un premier chiffre qui avait été publié de 3,6 millions de tonnes de CO2. Donc on s'est dit 3,6 millions, c'est déjà un peu plus élevé que les éditions précédentes. Mais regardons de plus près,
regardons en détail comment ça se décompose et pourquoi ces chiffres-là. Et donc, effectivement, sur la construction des stades, sur la façon dont les stades vont vivre a posteriori, sur les trajets en avion, parce qu'il faut bien que les personnes sur les destinations aux alentours et toutes les personnes à l'autre bout du monde d'ailleurs qui prennent l'avion pour se rendre sur le lieu, on va faire les calculs, on va voir quel nombre d'avions pour quel nombre de passagers. Donc on arrive à rentrer assez dans le détail et être très fin. On prend en compte tous les scopes, notamment le nombre de personnes qui vont suivre la Coupe du Monde. Donc voilà, à la télé, combien de spectateurs en général par match. Et à partir de là, il y a des données, il y a des chiffres, il y a des bases publiques et on est capable de challenger les chiffres. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que sur notre analyse, les chiffres étaient le double de ce qui avait été communiqué par la FIFA. Et voilà. Et donc ça, l'étude est disponible. On a eu effectivement beaucoup de presse. On a fait le tour des médias francophones et pas seulement. On a aussi été cité par Bloomberg et par des médias étrangers. Donc voilà, c'est une belle couverture. Exactement. Et devant ce bilan-là et ces chiffres un peu flippants, toi, tu fais partie de ceux qui boycottent ou pas? La question. Alors voilà, moi c'est ce que je dis en fait, et c'est un peu la vision de Greenly et ce qu'on avait aussi avec cette application mobile là. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui prennent des engagements et c'est très bien de le faire et qui vont d'ailleurs très loin dans leurs engagements. Nous à la base, que ce soit enfin les 3 cofondateurs, on avait envie de répondre à un problème. On avait constaté un problème, on avait envie de se battre pour ce problème-là. On n'était pas des ayatollahs, on n'était pas des gens voilà qui avions été très sensibilisés dès le plus jeune âge et qui avaient déjà engagé une série d'actions. Mais on avait cette appétence-là et envie de découvrir le sujet, de le creuser. Et en fait, le fait de creuser ces sujets-là, forcément, nous à un moment, nous on le digère, on apprend et on met en place finalement nos propres plans d'action personnels, donc nos propres actions. Et moi, j'essaye de progresser dans ma vie de tous les jours. Je peux pas dire que j'ai arrêté la viande, je peux pas dire que j'ai arrêté de prendre l'avion. C'est des choses que je fais. Mais par contre, j'ai conscience que ça pose un problème, j'ai conscience que ça a un impact, et j'essaye de réduire autant que possible cet impact négatif sur l'environnement. Et notre application mobile, notre plateforme, notre accompagnement en général, a vraiment cette dimension-là qui est pas culpabilisatrice, qui est pas moralisatrice. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On est là pour les guider, leur distiller l'information et à partir de là, ils sont en mesure de s'améliorer et de progresser. Et ça, je pense que c'est assez important et c'est ce qui nous permet aussi d'être audibles auprès du plus grand nombre parce qu'on n'est pas des donneurs de leçons et qu'on est conscient qu'il y a des choses qu'on fait encore de travers et voilà. Et je pense que c'est aussi ce discours-là, finalement, on est un peu les diététiciens climat de nos clients. C'est-à-dire que si on commence à leur dire, vous arrêtez tout, vous arrêtez les trajets en avion, vous arrêtez de faire des événements chaque année, vous arrêtez tout, voilà, ça va pas marcher, on va pas être audible et ça va pas fonctionner. Par contre, et au même titre qu'un diététicien avec son patient qui voudrait faire perdre, 5 kilos à son patient, s'il lui dit, écoute, tu vas arrêter de manger et tu sautes tous les repas, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça va bien se passer, généralement, on va se confronter à un échec. Et nous, on se positionne de la même façon en disant, la première année, vous allez faire ça. On regarde si c'est accessible, on regarde si ça rentre dans votre roadmap, si ça peut rentrer dedans. Et si ça marche, on va aller plus loin la 2e année, puis la 3e, puis la 4e. Et on est sur une trajectoire. Et c'est ça qui est important. On n'est pas là vraiment pour faire des grandes leçons de morale et tout de suite fixer des ambitions complètement inatteignables qui vont décourager les entreprises clientes. Ouais, mais tu parles d'un accompagnement limite d'un partenariat et pour bien comprendre, vous fournissez la plateforme qui permet de collecter l'ensemble des données, mais vous jouez aussi un rôle dans l'accompagnement une fois que le constat et que la mesure est faite pour aider les entreprises à améliorer ce bilan. C'est 2 rôles bien distincts. Exactement. C'est en fait, d'une part, il y a toute la partie mesure, donc la partie là qui va être vraiment gérée en grande partie par la technologie. Et ensuite, effectivement, il y a toute cette partie au sein de la plateforme aussi, mais qui là pour le coup est nourrie par du temps homme, des plans d'action.
Et en fait, là, pour le coup, c'est vraiment un outil de pilotage de projet avec un Kanban board, avec des projets à réaliser, des projets en cours, des projets qui sont déjà réalisés. Et en fait, il y a toute une expérience de suivi où un responsable RSE ou une personne qui est à l'initiative de la démarche va pouvoir très simplement dire regardez tout ce qui est en cours, regardez ce sur quoi on essaye d'avancer. Et il y a des actions significatives en termes d'impact, donc on aura tout de suite une incidence majeure sur le prochain bilan carbone. Par contre, il y a des actions minimes, et là, comme on a le fichier des écritures comptables et la comptabilité d'une entreprise, on est à même de pouvoir dire on va remplacer telle dépense par telle dépense qui est plus vertueuse, et on va vous proposer des partenaires pour ça. Et donc, on a vraiment ces deux scopes-là. Partenaire, ça veut dire que tu as un catalogue, par exemple, de fournisseurs dans telle et telle catégorie qui sont mieux notés que d'autres et que tu recommandes? Exactement. On a un catalogue d'alternatives vertueuses, et à partir de là, nous, on est capable de dire, vous avez acheté votre matériel informatique, par exemple, sur, Darty, Apple ou que sais-je, et derrière, on va pouvoir dire, il existe 2 ou 3 partenaires avec lesquels on peut vous mettre en relation, sur lesquels vous pouvez avoir d'ailleurs des remises. Par exemple, Back Market, e-commerce, ça peut être d'autres. Il y en a beaucoup qui sont sur ces sujets-là. Et ça, on est capable de le faire à la maille de chacune des catégories et sous-catégories de dépenses. Donc, on peut le faire pour le matériel informatique, on peut le faire pour les transports, l'alimentation, on peut tout reprendre et dire, dans les plans d'action, vous allez pouvoir remplacer telle dépense par telle dépense. Et on a un catalogue de partenaires là-dessus. Donc, on nourrit ce catalogue, on nourrit cet écosystème-là d'alternatives. Et l'idée étant, encore une fois, d'aiguiller en disant, vous avez peut-être tel outil que vous allez pouvoir remplacer par tel outil. Et nous, on a développé en interne un scoring sur toutes ces entreprises, un G-score, avec des entreprises qui sont A+, et d'autres qui sont E. Et ça varie entre les deux extrêmes. Et à partir de là, on peut recommander une entreprise A+, ou en E, comme le Nutri-Score finalement, mais côté carbone. Et ça, du coup, on nourrit, on nourrit ce scoring-là par rapport à certains critères donc, qui sont tout à fait transparents sur les chiffres qu'on a sur le bilan carbone, scope 1, 2, 3, sur la sensibilisation des collaborateurs. Est-ce qu'il y a eu des formations et des choses qui ont été mises en place pour les sensibiliser? Est-ce qu'il y a des plans d'action qui ont déjà été actionnés? Et à partir de différentes questions, en fait, on établit ce scoring et on est capable d'aider les entreprises à s'améliorer et d'améliorer leur note globale. Impressionnant. Et on voit, on touche du doigt la dynamique de marché dans laquelle vous devez être, parce que vous cochez un paquet de cases assez trendy, assez préoccupantes pour tout entrepreneur qui se respecte. Ça va être assez fascinant. D'un point de vue entrepreneurial, justement, toi, t'en es pas à ton premier coup d'essai, tes cofondateurs ont eu des expériences, mais c'est vrai que là, ça commence à prendre une sacrée dimension, ce projet Greenly. Quels sont les principaux, challenges que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, il y a énormément de défis par rapport à la structuration. C'est vrai que nous, on a lancé une vague de recrutement très vite après la levée de fonds en série A. Donc, il a fallu effectivement qu'on passe d'une équipe de 40, 50 personnes à une équipe de plus de 130, avec différentes zones géographiques, comme je le disais plus tôt. Et du coup, ce qui est hyper important, c'est vraiment avec beaucoup d'ouverture de postes aussi, donc d'avoir des missions claires pour les ouvertures de postes, d'avoir des objectifs qui soient atteignables mais ambitieux, et de créer toute cette structure. Donc il y a évidemment des choses qui sont relatives à où trouver la donnée, où trouver l'information, parce que si on fait du cas par cas et qu'on doit faire ça à la mano, ça prend beaucoup de temps sur différents agendas. Donc il y a cette structuration, l'accessibilité aux données et aux informations qu'on a déjà, la définition des objectifs de chacun et plus généralement des objectifs de l'équipe. Et donc là, on est dans cette phase-là depuis quelques mois. Donc effectivement, ça demande d'être super agile, d'éliminer ce qui était vrai hier pour reconstruire quelque chose aujourd'hui. Donc on n'est jamais, c'est une instabilité permanente et il faut se nourrir de cette instabilité pour reconstruire quelque chose par-dessus. Et donc on essaye en permanence de remettre en question l'existant en se disant dans une équipe marketing par exemple qui est mon scope sur laquelle on était entre 5 et 8 personnes il y a encore pas longtemps, là aujourd'hui on est plus de 20.
Est-ce que les roadmaps sont clairs par quarter? Est-ce que les objectifs sont atteignables? Et est-ce que chacun sait ce qu'il a à faire de façon vraiment concrète? Encore une fois, il y a 2 ans, on était peu nombreux sur un sujet émergent. Donc, ça demande cette flexibilité-là et cette remise en question permanente sur l'existant. Et tu les organises comment, ces 20 personnes, toi, en marketing, là? Alors, en fait, le pôle marketing se découpe vraiment en 2. Un pôle plutôt brand, communication, avec ce que les gens voient de l'extérieur. Donc, ça peut être le site internet aussi, les éléments de design, l'image de marque. Donc ça, c'est un pôle brand et un pôle growth. Ça se fait de façon assez générale. Et là-dessus, ça va être vraiment comment on augmente les opportunités pour les équipes sales. Donc ça passe ça peut passer par tout ce qui est CRM, par tout ce qui est SEO, tout ce qui est SEA. La partie content aussi? La partie content est plutôt gérée sur la partie brand. Okay. Par exemple, tout ce qui est justement data stories, presse, etc. Ça va plutôt être l'équipe brand parce que ça va être vraiment ce qu'on va faire en fait pour créer des ressources, pour alimenter et là aussi générer des opportunités pour les sales. Donc on fait des baromètres pour parler par exemple du métier de Chief Impact Officer qui se démocratise aujourd'hui. On fait des baromètres sur le bilan carbone pour savoir à quel point ça devient une nécessité et pourquoi les entreprises le font, etc. Donc on mesure un tas de facteurs, on a des livres blancs, on a des one-pagers, enfin on construit un peu toute cette banque finalement qui va permettre aux sales de mieux faire leur travail, de concrétiser plus d'opportunités et le pôle growth qui va justement générer des opportunités là à travers différents leviers. Ça peut être à travers des outils no-code pour faire des tests et collecter de la data. Ça peut être à travers les leviers justement d'articles, de choses comme ça aussi qui rentrent aussi un peu dans le périmètre. Il y a des mondes qui se mélangent entre la brand et la growth, mais au final, on s'y retrouve quand même assez facilement. Ok. Et les sales font aussi de l'acquisition. Ils ne sont pas que dans l'utilisation des leads. Bien sûr. MQL que tu leur transmets. Ouais, nous, alors côté sales, en fait, de façon assez traditionnelle, il y a effectivement la partie SDR ou BDR okay. Qui génèrent aussi des opportunités, évidemment avec du cold email principalement chez nous. Et des account exécutifs qui là vont effectivement faire une présentation beaucoup plus profonde de la plateforme, de notre accompagnement, des certifications que nous avons, des méthodologies sur lesquelles on se base, et derrière pour à l'arrivée, in fine, signer un contrat d'1 an ou plus sur la question du bilan carbone ou d'autres services, parce qu'on a d'autres services, on peut faire de l'analyse de cycle de vie, on peut engager les fournisseurs. On peut faire une étude spécifique, par exemple sur le Green IT, donc évaluer l'impact du numérique d'une entreprise. Et ça, vraiment, il y a des entreprises qui viennent pour tel ou tel service aujourd'hui. C'est pas forcément un package, et on est en mesure de les accompagner sur tous ces sujets-là. Bon, canon. Et là, visiblement, vous avez un peu de moyens. En tout cas, vous les aviez, parce que la levée de fonds que vous avez faite, Serie A, c'est quand même assez impressionnant, 23 millions de dollars. Ça va vous permettre d'aborder l'avenir comment? Vous avez quoi comme gros enjeux devant vous, là? Tu parlais de l'internationalisation tout à l'heure. J'imagine que c'est un sujet. C'est ça, c'est des problématiques effectivement d'internationalisation. Donc c'est de réussir à faire prendre la mayonnaise finalement comme ce qu'on a réussi à faire en France. Donc où il y avait il y a des sujets qui ont été bien menés de façon transversale. Et maintenant effectivement le focus c'est comment est-ce qu'aux États-Unis on réussit à se créer une image de marque forte? Comment est-ce qu'on nourrit cette notoriété-là? Comment on génère toujours plus d'opportunités? Pareil pour les UK, sachant que les maturités sur le sujet ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. En France, on a la chance d'avoir et d'être très précurseur là-dessus en termes d'intérêt et d'appétence pour le sujet du bilan carbone. Aux États-Unis, c'est assez naissant. Je pense que c'est aussi lié à la précédente où il y avait effectivement une appétence sur les sujets environnementaux qui n'était pas forcément au rendez-vous. C'est en train d'évoluer et maintenant voilà, c'est de structurer les équipes sur ces pays-là, peut-être d'ouvrir de nouveaux pays. On
y réfléchit, on regarde un peu aussi les tendances de marché. Et voilà, et de réussir cette structuration, en tout cas, pour suivre finalement la même lignée que ce qu'on a pu avoir sur la France. Eh ben, ça promet. Quelques questions avant de terminer cet échange, mais des questions un peu plus rapides, peut-être un peu plus perso aussi. Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu aurais appris depuis le lancement de ce projet, quelque chose qui t'a marqué? Parce que c'est ça la merveille de la chose, c'est qu'on apprend tous les jours et il y a des échecs en permanence, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Nous, enfin en tout cas, et je pense que mes deux associés m'ont aussi permis de gagner en maturité et d'évoluer en tout cas là-dessus. C'est vraiment sur la rapidité d'exécution qu'en fait, moi j'avais tendance, et même avec mon projet précédent, de me dire finalement dès qu'on a une bonne idée, ça suffit. Là, je pense que le marché, effectivement, le fait qu'il y ait sur la France une quinzaine de concurrents, ça a vraiment très très vite évolué, et tant mieux parce que ça permet de démocratiser un sujet et de le mettre au centre de la table, et ça nous sert aussi. Mais je pense que vraiment sur ce sujet de rapidité d'exécution, c'est assez crucial, et de se dire voilà, il y a un sujet qui pourrait prendre 3 semaines, comment est-ce qu'on le fait en 24 heures? Et ça passe par des outils no-code. Il y a plein de choses qui évoluent et qui nous permettent de gagner en agilité, en rapidité d'exécution. Mais c'est en permanence de se dire tant pis si c'est pas parfait, tant pis s'il y a des choses qui marchent pas. On lance le plus vite possible. On se confronte à des clients, on se confronte à des prospects. On voit si ça prend, et à partir de ce feedback, on pourra se nourrir et construire derrière quelque chose qui devient une Rolls. Donc c'est à la fois de la remise en question, mais aussi de la rapidité d'exécution, pour se dire on teste et on va sans doute se casser la gueule, très probablement même, mais sur les prochaines semaines, on aura des plans d'action et on va pouvoir identifier le problème et savoir comment y répondre là aussi le plus rapidement possible. Donc on a une culture du sprint qui est très importante. Et comment ça se matérialise, par exemple, quelque chose qui est très propre à Greenly, c'est qu'il n'y a pas plus d'un niveau de validation dans l'entreprise. Oui. Donc, si quelqu'un veut lancer un projet, une ressource, un contenu, peu importe, il a un niveau de validation maximum, mais pas deux. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi de dire, il y a quelqu'un qui va prendre le risque avec toi. Tu as un projet, un side project. Tu penses que ce serait pertinent, que ça générerait de la valeur pour un prospect ou un client. Très bien. Écoute, si c'est validé par ton manager, let's go. Vous vous embarquez, vous prenez le risque, et tant pis si ça marche pas. Encore une fois, l'objectif est d'éliminer la chose le plus vite possible et d'en passer à une autre, mais de pas justement de créer de barrières sur des idées, et du coup de nourrir encore une fois cette ambition et cette motivation à combattre des tonnes de problématiques au quotidien, en se disant quand je mettrai je pointerai du doigt un problème, on pourra vite développer une solution et nourrir finalement cette énergie créative. Bien. Est-ce qu'il y a une boîte dans le monde de la green tech qui t'inspire particulièrement? Dans le monde de la green tech, il y a beaucoup de projets exceptionnels. D'ailleurs, je trouve que, il y a de plus en plus d'initiatives qui mettent en avant ces projets-là, et tant mieux. Mais il y a plein de projets qui sont pas là où ils devraient être et qui mériteraient beaucoup plus d'investissement et d'intérêt. Moi, il y a des projets, Green God par exemple, qui quand même qui commence à être assez connu, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, qui a réussi à développer une communauté assez extraordinaire. Il y a Goodvest aussi sur l'épargne. Il y a Lamiche, par exemple, qui est un tout petit projet, mais il récupère les invendus de pain et il le transforme en bière. Donc ça, par exemple, voilà, je trouve ça assez génial, avec un slogan marketing fort qui est combattre le gaspillage alimentaire à grands coups de pinte. Il y a plein de projets, je pourrais en citer des centaines. Ils méritent tous d'être mis en lumière. Mais effectivement, il y en a encore assez peu finalement qui réussissent à passer au stade suivant, à se développer, à pouvoir recruter davantage, et c'est bien dommage. Est-ce qu'il y a des rencontres ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Il y a beaucoup de rencontres qui m'ont marqué. Il y en a une au contact des ministres avec qui j'ai pu travailler par le passé, notamment l'une avec Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et de Meta, qu'on ne présente plus. Effectivement, où j'ai pu passer. Tu l'as vu quoi, à l'Élysée ou?
J'ai vu à côté de l'Élysée dans un restaurant en plus, donc j'ai vraiment assisté un peu en privilégié à une discussion et à un échange assez riche avec Cédrico à l'époque. Et voilà, c'était très stimulant. Il y a beaucoup de sujets qui ont été mis sur la table, notamment autour de grands enjeux sur la haine en ligne et le harcèlement en ligne, qui était un problème. On venait d'avoir dans l'actualité une tuerie de masse qui avait été relayée sur Facebook et qui était restée très longtemps sur Facebook. Donc il y avait tous ces sujets-là qui ont une importance majeure pour le réseau, et de savoir comment nous, est-ce qu'on fait en sorte que ça n'arrive plus et que ça ne reste pas longtemps sur les réseaux. Donc voilà, c'était des échanges assez passionnants, et notamment sur sa vision de l'entrepreneuriat, sur plein de choses comme ça. Et au-delà de ça, à une échelle sur la France aussi, j'ai pu rencontrer des entrepreneurs tout à fait passionnants. Je pense à Insect, je pense à Miro, je pense à Litchi, que j'ai eu l'occasion de croiser ou de côtoyer sur différents événements, et où là aussi, bah voilà, c'est toujours des personnalités très riches, très inspirantes. Chacun avec voilà son caractère, sa façon d'être, mais voilà, le succès peut se représenter sous différentes formes et différentes manières, et c'est ça qui est intéressant d'observer. Et j'étais un peu cette petite souris qui avait l'occasion de pouvoir voir et assister à des échanges d'assez haut niveau, quoi. Et de me nourrir de tout ça, et de prendre un peu des idées partout pour ensuite ajouter ma patte dans cette aventure-là. Bon, bah écoute, j'imagine l'excitation et le côté impressionnant de tout ça. Il y a une question que je voulais te poser, c'était le côté, toi qui croises le monde politique et le monde de l'impact carbone, quand on voit le bilan de la COP27, bon, j'ai pas envie de te faire parler pendant des heures parce que j'imagine que c'est un sujet qui te parle particulièrement, mais doit-on ou peut-on attendre de l'homme politique ou de la politique en général de gérer enfin de nous apporter des solutions par rapport à la protection climatique? Moi, je pense que toutes les initiatives et toutes les innovations, en tout cas, viendront des entreprises, viendront des individus. Je pense que, et là, c'est un peu ce qui se passe, si la réglementation aujourd'hui évolue, c'est aussi parce qu'il y a des solutions abordables et innovantes qui sont arrivées sur le marché, et où aujourd'hui, ça paraît normal et même nécessaire de durcir la réglementation compte tenu des solutions existantes. Donc moi, je pense que voilà, les politiques évidemment peuvent accélérer fortement les choses, mais que ça viendra en tout cas d'acteurs innovants, de personnalités médiatiques. On voit parfois certaines personnes, ça n'a même pas besoin d'être des grands groupes ou des grandes entreprises, mais celui parfois d'une personne qui est influente, qui réussit à prendre de plus en plus de place dans l'univers médiatique. À l'échelle globale, ça peut être Greta Thunberg, mais à l'échelle France, ça peut être Camille Etienne, par exemple, qui prend de plus en plus la parole, qui est de plus en plus invité sur les plateaux, etc. Et ces personnes-là font passer un message, et qui va de toute façon pousser les personnes au pouvoir à accélérer, à mettre en place des actions concrètes, parce qu'aujourd'hui on peut plus passer d'actions concrètes, on peut plus faire semblant, et ce sera de toute façon aujourd'hui pointé du doigt de façon beaucoup plus poussée. Donc je pense que toutes les actions individuelles et collectives, sans mettre le gouvernement dans la balance, fait que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Un mot sur le fait que tu bosses avec ton beau-frère et le rythme aussi que tu peux avoir dans l'ensemble de ces sujets, et l'équilibre pro-perso, en fait. Comment tu le maintiens, quelle discipline tu as, que ce soit toi à ton niveau dans ton boulot par rapport à ta vie perso, mais aussi par rapport au fait que ton CEO est ton beau-frère. J'imagine que ça implique une certaine... Bien sûr, ça implique une rigueur que je n'ai pas du tout. Et là-dessus, je me passe de toute recommandation. Moi-même, en fait, j'ai beaucoup de difficultés à m'imposer une rigueur entre, par exemple, cadre pro et cadre perso. Le pro, là, prend complètement le pas sur le perso. Donc, je fais des journées souvent très longues et qui ne se terminent pas. Je dors peu, je fais quasiment plus de sport, donc tout ce qui est à proscrire. Mais en tout cas, j'ai l'ambition d'évoluer et de me refixer un cadre beaucoup plus strict. Et sur la collaboration avec effectivement le Marine
De ma sœur, pareil, on a eu quelques difficultés au démarrage. Il s'avère qu'en plus, on s'est lancé en temps de Covid. On était hébergés dans la même maison. Donc en fait, on a construit Greenly les premières heures dans cette maison-là. Et généralement, on se retrouvait à table avec ma famille, la sienne, donc sa femme et ses enfants. Et généralement, le midi, on se parlait et on brainstormait sur la matinée. Et le soir, on brainstormait sur l'après-midi. Et donc, c'était très indigeste pour toutes les personnes autour de la table. Et donc, on a essayé petit à petit de s'imposer une rigueur et de se dire, déjà, tous les sujets relatifs à Greenly, on les aborde en privé. Et quand on se retrouve tous les deux sur ces week-ends-là et sur ces vacances-là, mais on essaye de pas mêler toutes les personnes autour qui sont très heureuses de la tournure de cette aventure, mais qui demandent à peuvent en souffrir aussi par côté collaborateurs. Exactement. Bon, très bien. En tout cas, pas de bullshit. C'est vrai que c'est pas un sujet facile à maîtriser, la discipline et la séparation. Et on a quelques écarts et il nous arrive souvent de déraper et souvent par sans le vouloir, un sujet passe à un autre sujet et on se retrouve sur Greenly. Donc, on essaie quand même de limiter les écarts. Mais c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte parce que nous, on est complètement passionné par ce qu'on fait, on a plein d'idées, on a envie de tester une tonne de choses et cette aventure-là nous challenge et nous élève beaucoup. Mais on a tendance à vouloir partager ses passions dans la vie comme n'importe qui. Et là, c'est une passion qui est aussi quelque chose de pro et les gens, ça les intéresse pas toujours. Donc, c'est tout l'aspect de bien distinguer les deux mondes et d'apprendre à le faire. Donc, on continue à apprendre, mais avec quelques écarts. Bon, et autre question, est-ce qu'il y a une app mobile dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir en dehors de Greenly? J'allais répondre Greenly. Du coup, une application que je recommande. Il y a une application, il m'arrive de fumer de temps en temps. Quand je parlais de mauvaises pratiques, je les ai jusqu'au bout. Il y a une application que je trouve assez extraordinaire en termes de nudge. Le nudge qui est une incitation douce pour faciliter un changement de comportement chez l'individu. Il y a une application qui s'appelle Quit et qui permet justement d'aider à réduire sa consommation de cigarettes ou à arrêter de fumer. Et ça passe justement par des sciences comportementales, par des petits objectifs quantifiables avec des résultats à chaque fois. Donc, ça va être sur mon argent économisé, ça va être sur mon temps de vie gagné, ça va être sur plein de facteurs qui sont analysés avec des données. Et derrière, je vais pouvoir me dire, depuis que j'ai réduit ma consommation de cigarettes, voilà l'argent que j'ai gagné, voilà le temps de vie que j'ai gagné. Il y a des objectifs, donc je déverrouille le palier 1, le palier 2, puis le palier 12. Et à la fin, si j'ai arrêté de fumer pendant 4 ans, je peux retrouver les poumons d'un non-fumeur, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Donc voilà, c'est nourri de sciences comportementales et c'est une application sur laquelle je me suis beaucoup inspiré pour Greenly et trouver justement des modèles pour aider les individus vertueux, mobiles, motivants, à changer leurs pratiques et à consommer plutôt de façon responsable, etc. Et je crois beaucoup en cette force-là et en cette puissance-là. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de livres là-dessus qui sont assez passionnants. C'est le modèle du nudge, c'est la mouche dans les urinoirs pour aider les hommes à uriner plus proprement et du coup ça limite. C'est de l'argent économisé, c'est des frais d'entretien en moins, c'est plein de choses comme ça. Et il y en a dans la vie de tous les jours, il y en a partout et je vous encourage à vraiment lire des choses sur le sujet parce que c'est passionnant. Clairement. Dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui évolue dans le monde de la tech ou d'innovation que tu me recommanderais d'avoir à ce micro? Peut-être la fondatrice de Rosalie qui permet tout simplement aux collaborateurs d'une entreprise de pouvoir être payés en avance, c'est de l'avance sur salaire, et de pouvoir justement bénéficier au bout du 5e jour, du 10e jour, du 15e jour de la rémunération en fonction du temps de travail sur le mois. Donc voilà, dans le cadre c'est un avantage qui est intéressant et qui permet à des gens, notamment pour des questions de prêt, pour ce genre de choses, de pouvoir toucher leur argent, pas seulement à la fin du mois ou en début de mois, mais quand la personne le souhaite. Et c'est une personne, je crois, qui a eu beaucoup de succès dans sa vie antérieure et voilà, qui est une personnalité aussi très inspirante.
Je vais creuser ça. Merci beaucoup, Arnaud, pour toutes ces infos et pour tous ces partages. Projet impressionnant et la suite, à mon avis, va être tout aussi impressionnant que ce démarrage. Donc, hâte de voir ce que tout ça va donner. Eh ben, un grand merci pour l'invitation et ravi d'avoir pu m'exprimer et présenter plus largement Greenly dans le cadre de ce podcast. Salut Arnaud, à bientôt. Salut, à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.